Hello YouTube! Après un an, il est temps de reprendre la rénovation des petites chambres. On a enfin vidé ces pièces, on est trop contents parce qu'on a récupéré véritablement l'espace. Vous savez, c'est les pièces qu'on appelait le studio, les pièces où on avait installé notre lit ici, nos armoires ici, pour pouvoir vivre depuis notre emménagement dans l'appartement. Et on est aussi trop contents parce qu'on a enfin récupéré la verrière. On avait mis une grande bâche devant et du coup, on se rappelait même plus qu'elle existait. On avait déjà commencé une partie du travail dans ces pièces. On avait fait les enduits sur les murs, enfin une partie des enduits sur une partie des murs. Et heureusement que je vous avais fait une vidéo détaillée sur comment on avait traité chaque mur et quel était l'état d'avancement. Parce que comme ça, on va pouvoir se remémorer exactement ce qu'on avait fait et où on en était resté. En revanche, la partie qu'on n'a pas encore trop touchée, c'est vraiment les plafonds. Je vous avais montré leur sale état dans le tour de chantier. Donc ça va être la première étape de la suite de la rénovation de ces pièces, la réparation des plafonds. Les plafonds, c'est vraiment pénible à nettoyer, mais une fois que c'est fait, ça fait trop plaisir. C'est beaucoup plus propre. Je sais pas si vous voyez la différence. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir reboucher. Ouh, ça pue le cramer. D'habitude, pour reboucher les fissures, on utilise notre mélange de Presto-G et colle à carotte plâtre. Là, on a acheté ça, donc on va tester ces nouveaux trucs. Donc ce que Stéphane est en train de faire, c'est qu'il rebouche les très gros trous au MAP, tous les endroits des anciennes cloisons qu'on a enlevées et les endroits où il y a vraiment des gros bouts de plafond qui sont tombés. Et moi, j'utilise donc l'enduit fibré qu'on a acheté pour venir reboucher tous les endroits où le plafond a bougé, où il y a une fissure qui a été créée par le mouvement des petites poutrelles métalliques qui sont présentes à l'intérieur de nos plafonds. Donc l'idée, c'est d'utiliser justement l'enduit fibré qui va être un peu plus élastique à ces endroits-là, et par contre aux endroits qui ne bougent pas, on va utiliser nos enduits habituels. On commence à être plutôt pas mal. On a rebouché quasiment toutes les fissures. Il y a des endroits par-ci par-là où ça s'est un peu rétracté, donc il va falloir qu'on recomble. On a utilisé la totalité de l'enduit élastique fibré. Alors eux, ils disent sur la boîte que ça remplace les systèmes de traitement des fissures avec bande. Donc en gros,
quand on utilise ça, il n'y aurait pas besoin de mettre les bandes grillagées. Nous, évidemment, sur nos plafonds vraiment pourris, on va quand même mettre du Fissnet. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'ils expliquent au dos du seau comment reboucher les fissures. Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'était posée au départ. Bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude de faire ça. Mais en fait, l'idée pour préparer le plafond, c'est vraiment d'aller gratter toutes les choses qui tiennent plus, tous les endroits où la peinture s'écaille un peu, tous les endroits où le plafond s'écaille un peu, tous les endroits où si on gratte un petit peu, on tape un petit peu, ça a tendance à se décoller et à se décrocher. Ensuite, pour les fissures, on va gratter tous les endroits où c'est fissuré, tous les endroits où vraiment il y a des irrégularités au niveau du plafond. Et l'idée, c'est d'aller quand même faire une entaille suffisamment large pour pouvoir re-remplir facilement après, et aussi suffisamment profonde pour aller gratter en fait jusqu'à la base de la fissure, jusqu'à la naissance de la fissure, pour pouvoir ensuite repartir sur une base saine. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut enlever les parties sans adhérence. Donc c'est ce que je vous disais, enlever vraiment, gratter tout ce qui tient plus, tout ce qui est prêt à tomber, et même ce qui est pas tout à fait prêt à tomber, mais voilà, qui est un peu douteux. Ensuite, il faut brosser et dépoussiérer. Donc évidemment, je pense pas toujours à vous le montrer, mais chaque endroit où on va reboucher, on a nettoyé, on a enlevé la poussière et on a humidifié avant pour que l'enduit adhère mieux. Et ensuite, ils disent qu'il faut remplir la cavité en prenant soin de bien garnir la fissure en chassant l'air. Et du coup, c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile à voir. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de remplir. Et une fois qu'on a l'impression que c'est rempli, on va remettre du produit par-dessus en essayant de tasser bien. Et comme ça, s'il reste des bulles d'air au creux de la fissure, au fond de la cavité, en fait, le fait de remettre du produit, ça va aller compresser, appuyer et faire disparaître les endroits où il resterait un peu d'air. Ensuite, ils disent d'égaliser la surface. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient gratter avec la spatule de chaque côté de la fissure pour enlever le surplus de produit de chaque côté de la cavité. Laisser sécher 24 heures et peindre. Bon, ça, c'est pas exactement ce qu'on va faire nous, puisque maintenant qu'on a laissé sécher 24 heures, nous, on va passer à la sous-couche avant d'enduire le plafond. Les outils qu'on utilise pour gratter, c'est toujours les mêmes. On a le cutter, qui est franchement le meilleur outil à notre sens. Le riflard, qui est utile dans bien des situations. Le grattoir, alors ça c'est super pratique pour tous les trucs qu'on a du mal à décoller, les restes de papier, d'anciennes toiles, la peinture qui est un peu trop collée, mais qu'on sent quand même qu'elle perd en adhérence. Et puis la tête triangulaire, donc ça c'est vraiment pas mal pour aller gratter l'intérieur des fissures, parce qu'on met la pointe à l'intérieur et ça permet de gratter en même temps les deux côtés de la cavité. On va encore utiliser cette sous-couche là. Bon, on est d'accord que c'est pas la meilleure sous-couche, mais c'est celle qu'on a achetée depuis le début. On l'a achetée en grande quantité, donc maintenant qu'on l'a, autant l'utiliser. D'autant plus que maintenant qu'on a vu la différence avec l'impression Unicalo qu'on a utilisée avant de faire la peinture de la chambre, clairement, on n'a pas du tout envie d'utiliser cette sous-couche avant la peinture. Donc à la limite, vaut mieux qu'elle soit sous l'enduit. Donc, est-ce que je vous recommande d'utiliser cette sous-couche? Clairement pas. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre une sous-couche à 100 balles comme la Unicalo sous l'enduit? Je vous avoue que ça fait un peu chier quand même. Donc, je sais pas quelle est la meilleure solution. Bon, j'avais oublié à quel point c'était pénible de faire ça. Franchement, quand je vois le résultat que ça donne, je me dis que malgré nos déboires avec l'airless, on a quand même bien fait de faire toute notre peinture à l'airless, parce que le rouleau c'est vraiment difficile en fait. Et j'ai essayé de tester la méthode dont vous me parlez à chaque fois, au lieu de faire d'avant en arrière, de faire de gauche à droite, impossible. Je sais pas comment vous faites, moi j'y arrive pas du tout. C'est d'utiliser la méthode professionnelle. Tu fais bien, moi j'ai essayé, je trouvais ça super dur. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Merci aux internautes. Grâce à eux, on va enfin faire une belle sous-couche. Avec cette sous-couche-là, je suis pas sûre qu'on arrive à faire une belle sous-couche dans tous les cas. Mais tu trouves pas ça grave dur de gauche à droite au lieu d'avant en arrière? Je sais pas, je trouve que le mouvement est beaucoup moins naturel et je trouve que le rouleau, c'est difficile de le laisser à plat au plafond. Parce qu'il
C'est un positionnement à trouver en fait. Ouais, mais toi, t'as l'air de te débrouiller mieux que moi. Je pense que c'est un coup à prendre parce que c'est faire appel un peu à ce qu'on appelle l'effet levier. Du coup, c'est la main qui est en bas du manche qui gère un peu la direction. C'est pour ça que tu utilises une main en haut pour garder un peu faire le pivot, et c'est la main en bas en fait qui va gérer un peu la. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, merci, professeur. Bah regarde, c'est comme ça. Non, mais je vois que tu te débrouilles bien. Hein. Du coup, je vais te laisser le faire. Vas-y, moi je m'en fiche. Ah, c'est vrai qu'on a le mur arrondi ici. On va s'amuser pour coller la corniche. Ils sont toujours aussi pourris, mais au moins ils sont blancs, donc ça passe un peu mieux. On va s'amuser avec ces plafonds. Il y a un tel écart de niveau, une telle différence de hauteur que je sais pas comment on va faire pour arriver à avoir un truc plat. Franchement, de tout l'appartement, c'est les plafonds les pires. Je me souviens plus si je vous avais montré, mais dans la chambre du fond, on avait dû carrément rajouter un triangle de BA13 tellement il y avait, je crois, 3 cm de dénivelé d'un bout à l'autre du mur. Et dans cette pièce, on n'a pas eu de problème, mais vu les courbures que prend le rouleau au moment où on peint le plafond, je pense qu'il doit y avoir pas mal de dénivelé aussi. C'est quand même vachement jaune à l'endroit de la fuite. Hein. Toute cette partie-là, là, c'est super jaune. Je vais aller tester l'humidité. Ah ouais, putain. On est à 53%. 16. Ici, c'est super mouillé. En fait, on le sent parce que les endroits où c'est pas trop mouillé, le plafond il est dur, et les endroits où c'est mouillé, bah, le testeur d'humidité il s'enfonce carrément dedans. En plus, il fait super humide aujourd'hui, donc le testeur d'humidité il affiche déjà 10% alors qu'il touche rien du tout. Donc il doit y avoir déjà de l'humidité dans l'air. Bon, de toute façon, on va poser quand même notre fissette et puis après on verra comment ça va réagir parce qu'on peut pas attendre sans rien faire, sinon on est bloqué pendant 6 mois sur le chantier. Le plafond est irrégulier et plus c'est difficile de coller le fissnet parce que à chaque fois qu'on spatule, en fait, la spatule elle suit les irrégularités du plafond et le fissnet du coup il y a des endroits où il est collé, il y a des endroits où il n'est pas collé, ça fait des bosses. C'est super dur à lisser et c'est super dur à aller remplir toutes les petites cavités pour essayer de boucher au maximum tous les creux. Là, le résultat, il est pas trop mal, mais c'est super physique et super fatigant. Et c'est pas fini, puisqu'il faut maintenant qu'on fasse la couche de recouvrement pour bien prendre le grillage, le fissnet, englué à l'intérieur de l'enduit. On a commencé à 11h45, il est maintenant 14h15. On a le temps de passer au deuxième plafond. Je crois que celui-là, il va être un petit peu moins difficile parce qu'il y a quand même beaucoup moins de dénivelé. Il est plus plat.
on colle le fixnet, l'idée c'est pas de mettre trop d'enduit au plafond parce que si on en met trop, après on en récupère beaucoup sur la spatule et ça nous coule sur la tête. Autant quand on enduit la deuxième passe, donc le frais dans le frais là, vaut mieux mettre un petit peu plus d'enduit parce que tous les endroits où le rouleau dépose pas assez de produit, où je passe pas avec assez de matière, et ben du coup ça fait des petits trous au moment où Stéphane vient lisser et après on est obligé de remettre de la matière et c'est un peu chiant. Donc vaut mieux déposer pas beaucoup d'enduit au moment du collage et beaucoup d'enduit au moment de la deuxième passe. Ah, c'est quand même beaucoup mieux hein, par rapport au plafond sous lequel on a dormi pendant 1 an. Ouah! Ah, il faut qu'on parle du trou aussi. On en parlera plus tard. Ouah! Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer tous les outils et attendre que ça sèche pour voir le résultat.